Bonjour et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer qu'il existe bel et bien des solutions grâce à des gens incroyables et engagés qui contribuent à changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à me le dire ici ou sur mon compte Instagram marions.journée. Je serai ravie d'avoir vos retours. Vous pouvez aussi poster sous le hashtag MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Espérance durant lequel je reçois Ludovic, cofondateur de la marque de bijoux engagée Florapada. Alors durant cet épisode, on va bien entendu parler de bijoux, mais surtout d'entrepreneuriat solidaire, d'entrepreneuriat engagé. Et Ludovic va nous montrer qu'en fait, c'est à la portée de tout le monde, que tous ceux qui ont envie d'avoir un réel impact, que ce soit environnemental, sociétal, peuvent le faire grâce à l'entrepreneuriat. J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira et je vous invite vivement à aller faire un tour sur la boutique Florapada. Vous trouverez le lien dans la description ainsi que le lien des différents réseaux sociaux comme d'habitude. Je suis sûre que vous allez trouver le magnifique bijou qui pourra vous plaire ou qui pourra plaire à votre maman puisque dans 2 semaines et demie, c'est déjà la fête des mères. À cette occasion, Ludovic et son équipe ont eu la gentillesse de proposer à tous les auditeurs d'Espérance un code promo spécial qui vous donne droit à 30% sur la boutique. Pour ce faire, il suffit au moment du paiement d'entrer le code Espérance30. Vous trouverez le lien et le code dans la description du podcast. N'hésitez pas à nous identifier, Florapada et moi, sur les réseaux sociaux quand vous recevrez votre commande. Ça me fera très plaisir de voir que j'ai pu contribuer à vous faire découvrir une si jolie marque. Je vous laisse maintenant rejoindre ma conversation avec Ludovic et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Ludovic et bienvenue sur cet épisode d'Espérance. Je suis très contente de pouvoir te recevoir aujourd'hui pour parler du projet que tu as créé, que je suis depuis déjà un moment et qui est très inspirant. Donc dans un premier temps, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Bonjour Marion, moi je m'appelle Ludovic Claes, je suis l'un des 3 cofondateurs de la marque Florapada. Donc Florapada, c'est une marque de bijoux engagés parce qu'on a pris un engagement avec une association mexicaine qui s'appelle Lazos. Et en fait, pour chaque bijou qu'on nous achète, on reverse des fonds pour financer un livre à un enfant au Mexique. Donc ça, c'est vraiment le côté engagé de la marque. Et au-delà de ça, on fait des bijoux donc du coup qui sont made in France et qui à la base étaient made in Mexico, mais on a un peu pivoté. Donc à la base, l'idée de Florapada, c'était vraiment de faire des bijoux dans une démarche de commerce équitable. On bossait avec des artisans au Mexique, on est allé démarcher sur place, ils n'avaient pas toujours un Internet co. Et on a rencontré ces artisans, on a développé une collection avec ces artisans. Et en fait, on négociait pas les prix avec eux, peu importe la quantité qu'on prenait. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a jamais vraiment communiqué. Mais l'idée de base, c'était de faire quelque chose qui avait un impact positif, donc à savoir du commerce équitable. Et on a voulu aller plus loin et on a pris le parti de communiquer sur cette chose-là qui est l'éducation, en se disant, on va financer un livre à chaque fois qu'on nous achète un bijou. Donc, c'est directement intégré dans notre coût de revient et c'est imbougeable. Voilà. Super. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous avez eu cette idée, comment la marque est née? Alors, c'est une idée qui vient de ma sœur et associée, du coup, parce que je suis associé avec ma sœur et son ami. Quand je disais l'un des 3 cofondateurs, c'est on est à 3 et c'est un peu une entreprise familiale. Et en fait, l'idée de base, c'était une idée de ma sœur principalement, parce qu'elle est partie en échange universitaire lors de sa dernière année d'études au Mexique, dans l'université de Guadalajara. Et en fait, elle avait sur des petits marchés à des moments croisé donc des jolis petits bijoux, donc surtout à base de perles de rocaille. Et en fait, ils étaient très colorés, parce qu'il faut savoir que les artisans au Mexique vont tisser principalement les bijoux en fonction de leur humeur. Donc, vu que ça va être plutôt des couleurs assez vives, assez joyeuses, comme du orange, du vert, du rouge, en fonction de vraiment ce qu'ils veulent transmettre. Le gris, le noir va être plus à tendance, on va dire, dépressif ou s'il y a eu un décès dans leur famille. Donc, c'est vrai qu'ils tissent vraiment très coloré, parce que généralement, ils essaient de diffuser aussi de bonnes ondes. Et en fait, elle a rapporté quelques bijoux dans sa valise. Elle les portait parfois pour aller au boulot ou des choses comme ça, ou même en soirée avec des copines. Et en fait, elle a eu pas mal de retours qui lui disaient bah attends, ils sont vraiment stylés. Sauf que c'est vrai que c'est un peu coloré. Pour Paris, il faudrait des couleurs beaucoup plus classiques. Il faudrait que ça passe beaucoup plus partout.
avec du bleu, avec du noir, avec enfin, des couleurs assez classiques, on va dire. C'est vrai que quand il y avait des colliers multicolores avec du rouge, du vert, du orange, du blanc, c'est vrai que c'était un peu moins passe-partout, en tout cas dans la vie de tous les jours, pour aller bosser surtout à Paris. Et du coup, on a pris le parti, en l'occurrence, de développer une collection. La première collection était à base de bleu, de vert, de noir et de doré principalement. Donc c'est vrai qu'on a pris des couleurs assez classiques et on a décidé d'adapter un petit peu ça avec des modèles qu'on a dessinés, parce que du coup c'est aussi ma sœur et associée qui dessine un petit peu les modèles qu'on a sortis. Et donc elle a fait des dessins, on a vu avec les artisans, avec un intermédiaire sur place pour essayer de développer ça. Donc c'était une Mexicaine, une amie de ma sœur qui fait aussi partie toujours un petit peu du projet. Et c'est elle qui gérait la relation avec les artisans de A à Z. Et elle nous envoyait du coup les photos des prototypes. Et c'est comme ça qu'on a avancé avant de partir là-bas 3 semaines à la rencontre des artisans, à la rencontre des associations qu'on avait pu sélectionner. Et de fil en aiguille, le projet est né. Génial. Alors pourquoi, enfin comment c'est venu cette idée justement d'avoir une dimension sociale, que ce soit en faisant justement du commerce équitable ou en intégrant des associations au projet? D'où elle vient cette volonté en fait? En fait, on a remarqué que dans le milieu du bijou, principalement, et même dans plein de milieux, que ce soit la mode, où il y a d'ailleurs pas mal de polémiques en ce moment sur le fait que ce soit hyper polluant, que ce soit pas respectueux de l'environnement, que ce soit pas... il y a plein de torts qu'on peut reprocher, en tout cas, au monde de la mode. Et c'est vrai que si on regarde les bijoux, c'est pas nécessairement une industrie qui va être éco-friendly, on va dire, même si on peut avoir des bijoux je dis n'importe quoi, qui vont être faits en bois ou des choses comme ça. Et encore, il y a des gens qui trouveront toujours à redire que ça a détruit des arbres pour faire ces bijoux-là, alors que ce sera même du bois recyclé ou des choses comme ça. Et c'est vrai que la mode, et plus particulièrement le bijou, il n'y avait pas vraiment ce concept de proposer en tout cas quelque chose de design, mais qui en plus alliait le côté engagement. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, l'éducation pour nous, c'est un peu notre cheval de bataille, en se disant, bah, l'évolution positive du monde passera par ça, en fait. Parce que pour moi, c'est en donnant les bonnes manières aux enfants, en inculquant les bonnes manières aux enfants dès le début, qu'on va pouvoir modifier les choses. Si par exemple, on éduque un enfant en lui disant, bah, c'est bien, jette tes déchets dans la rue, laisse couler l'eau du robinet quand tu as fini pendant 10 minutes ou des choses comme ça, en fait, l'enfant, il apprend très vite, mais il faut aussi qu'il apprenne bien. Et c'est quelque chose qui était important pour nous, surtout qu'au Mexique, les enfants ne sont pas confrontés nécessairement au même problème que les enfants français peuvent avoir. Et c'est vrai que la corruption, le trafic d'armes, le trafic de drogue, bah, c'est quand même un petit peu plus grave que ce qu'on peut avoir en France. Et on s'est dit, bah, on va prendre l'engagement, vu qu'on bossait en plus avec des artisans au Mexique, on va prendre l'engagement avec une association mexicaine. Et on s'est dit, bah, c'est parti avec l'Azos. On a rencontré plein de petites associations ENCO, mais c'est vrai que notre choix s'est porté sur l'Azos parce que c'était quand même une grosse structure qui avait besoin de fonds, qui intervient à plein de niveaux, font du kit sportif, du livre scolaire, donc on les aide sur cette partie, de la tenue aussi, parce que bah, il faut des uniformes pour les enfants pour aller à l'école, de la formation de parents, de la formation de professeurs, de la construction d'écoles, ils font du rachat d'écoles aussi, pour bah, pouvoir améliorer un peu les conditions, parce que c'est vrai que c'est pas toujours fabuleux, en tout cas là-bas. Et c'est vrai qu'il y a des zones qui sont très touchées, et la première collection, en fait, ça a permis de financer intégralement, donc c'était à peu près 230 livres aux enfants de l'école de Tlaquepaque. Donc c'était plutôt encourageant sur ce point de vue-là. Super. Donc du coup, comment ça fonctionne? En fait, c'est pour chaque bijou vendu, il y a un pourcentage qui est reversé directement à l'association? Alors initialement, c'était différent quand on a lancé la campagne de crowdfunding, parce qu'on est passé par ça aussi pour valider un petit peu le projet, par du crowdfunding. Donc c'est du don contre don. Si vous ne connaissez pas, en gros, les gens précommandaient nos produits avec des réductions qui allaient de 25 à 35% en moyenne. Et ils acceptaient de recevoir leurs bijoux. Donc si on arrivait au terme de la cagnotte, qui était de 200 précommandes, et donc, si on arrivait à passer ces 200 précommandes, donc les gens recevaient leurs bijoux et donc du coup un mois ou deux après, en fonction du délai de production de ce qu'ils avaient commandé Enco, soit on n'atteignait pas l'objectif et en l'occurrence, bah, du coup, ils étaient remboursés et nous, notre projet, bon bah, tombait un petit peu à l'eau. Donc cette campagne est venue valider un petit peu tout ça et on a fait 232, je crois, précommandes sur la première collection. Et le fonctionnement qu'on avait choisi initialement donc avec l'association, c'était vraiment de faire pour chaque bijou vendu un livre financé. Donc peu importe en fait que ce soit un bijou qui était commandé à
30 euros, à 50 euros, à 70 euros. En fait, on fonctionnait comme ça. C'était un bijou, un livre. Et en fait, depuis l'année dernière, on a changé parce qu'on s'est dit que c'était un peu mieux pour nous, mais aussi pour eux. Parce que c'était, au final, si on vend des bijoux à 29, nous, l'impact du coût du livre, il était plus important pour nous, mais aussi pour eux, parce qu'en même temps, si on vend des grosses pièces, ce qui peut arriver aussi, même assez souvent là sur la dernière collection, quand je dis des grosses pièces, ça va être plus des bijoux autour de 69, 79 euros, bah, ça leur permet de toucher plus et éventuellement d'aider un petit peu plus les enfants. Donc c'est aussi bien dans ce fonctionnement-là de le faire en pourcentage maintenant. D'accord, ok, bon, super. Et au niveau du coup des matériaux peut-être qui sont utilisés, ou même si tu peux nous en dire un peu plus par exemple sur la collection actuelle, c'est quel type de bijoux? C'est des bracelets, des colliers, dans quels matériaux ils sont fabriqués? Pour la première collection, on avait donc cette partie en perles qui venait du Mexique. Donc c'était 95% du bijou en gros qui était fait en perles et qui venait du Mexique donc par nos artisans. Il y avait à peu près 5% de parties métalliques, donc notamment les embouts tubes et la chaîne ajustable qui étaient donc en métal doré à leur fin. Et sur la dernière collection, on a pris un peu le pivot. C'est pour ça qu'on bosse un petit peu moins aussi avec les artisans mexicains parce que c'est pas ce qui se vend le plus actuellement. Mais on a gardé ce côté made in France. Donc, toutes nos parties métalliques sont en laiton et soit doré à leur fin, soit plaqué or ou plaqué argent. En fait. On bosse avec un doreur qui est sur Paris avec des fournisseurs en France, un peu partout. D'ailleurs, ça dépend en fonction de ce qu'on commande. Et sur la dernière collection, du coup, ça va être principalement de la nacre naturelle qu'on va utiliser. Donc, ça va être des apprêts en nacre naturelle. Par exemple, pour les colliers, ça va être une chaîne plaquée or en 3 microns avec du coup un petit embout en nacre naturelle qui va avoir une forme de coquillage, quelque chose qui va évoquer un peu plus l'été et les vacances, parce que c'est vrai que c'est un peu de ça qui a inspiré notre dernière collection. D'accord, bon, super, c'est des beaux matériaux. En plus, c'est vrai que le Made in France, c'est de plus en plus important aujourd'hui dans tout ce qui est entrepreneuriat de fabrication de produits. Et encore Euh, plus, j'ai envie de dire, avec le confinement pour le petit parallèle à l'heure actuelle, je pense que mm. pour refaire démarrer l'économie, suite à ça, hein, que ce soit les restaurants, les hôtels ou autres, s'il y a des gens, entre guillemets, qui tombent sur ce podcast juste après la sortie du confinement, c'est sûr qu'il va falloir consommer français si on veut essayer de s'en sortir et de se serrer les coudes. Ouais, exactement, exactement. Donc du coup, après donc le crowdfunding a été un succès, c'est super. Et comment est-ce que vous avez ressenti l'accueil des consommateurs justement sur le fait d'avoir une marque qui soit solidaire, qui ait pris des engagements? Est-ce que vous avez eu des retours là-dessus? Ouais, il y avait plein de retours positifs et même suite à ça, en fait, le crowdfunding, ça permettait pas vraiment de mesurer l'impact parce que c'est vrai qu'on a demandé beaucoup d'aide de la part de tous nos amis, nos familles, nos proches. En fait, tout le monde était impliqué. Ah, la love C'était money. participe, participe, participe. Ouais, c'est ça vraiment, on va dire la love money, mais via le crowdfunding parce que du coup, ils devaient commander pour recevoir un bijou ou autre. Mais c'est vrai que c'était important. Les collègues de tes parents, les amis des amis, c'est vrai que tu essayes de mobiliser un petit peu tout le réseau. Donc, c'est aussi différent parce que au début, ils vont participer au projet aussi pour t'aider. Donc, c'est vrai que c'est important de ce côté-là. Mais sur le côté engagement, on l'a plus mesuré, je dirais, par la suite, notamment le premier mois de décembre. Donc, c'était en décembre 2017, suite à la campagne de crowdfunding de juin 2017. Et c'est vrai que cette partie-là, on l'a plus ressenti au moment de Noël parce que on avait l'occasion, que ce soit sur les marchés qu'on faisait, les foires, les événements, tout ce qu'on a pu faire au moment de Noël, on allait rencontrer en fait directement le client et c'était pas via une plateforme en ligne, sans impliquer bien évidemment nos proches et autres. Donc c'était vraiment différent et c'était vraiment intéressant de pouvoir justement présenter le projet, expliquer. Et en fait, il y avait des gens qui appréciaient le design et qui, en l'occurrence, la partie engagement, n'avait pas vraiment d'importance. En fait, enfin, ils avaient déjà flashé sur le bijou. Donc, la partie engagement, c'était un petit plus. Et il y avait des gens pour qui c'était vraiment la majeure partie, en fait. Ils trouvaient le bijou beau, mais en plus, il y avait ce côté engagement, et c'était quelque chose qu'on reprenait d'ailleurs dans notre petite carte de remerciement et dans notre packaging, et qu'on donnait du coup, et qu'on donne toujours d'ailleurs à tous nos clients, donc en expliquant que ce bijou permet le financement d'un livre à un enfant au Mexique. Et c'est vrai que ces gens-là se disaient, ah, mais c'est hyper original pour un cadeau de Noël, ça va être génial, la personne va adorer, le bijou est beau, et en plus, vous avez un côté engagé. Je vais l'offrir à une prof, je vais l'offrir à une maman, elle va être très sensible à ce que la cause, entre guillemets, des enfants soit prise au sérieux par une entreprise, et en plus, dans le monde du bijou et de la mode. Donc, non, ça a été hyper bien accueilli. En tout cas, le premier Noël, ça a été hyper bien accueilli. Ouais.
Top. Ouais, c'est vrai qu'on fait de plus en plus attention, je pense, que ce soit dans ce qu'on achète au niveau d'industrie de la mode ou autre, on fait de plus en plus attention à l'engagement de ces entreprises. Est-ce que tu dirais que ça a été un obstacle ou une difficulté supplémentaire de vouloir justement avoir cette dimension sociale? Pas nécessairement, je pense que c'était vraiment la conviction qu'on avait. Et en fait, ça a été compliqué parce qu'il a fallu trouver une association avec qui ça pouvait le faire, et surtout au Mexique, parce qu'on a aussi rencontré des petites associations. On a même rencontré des gens, enfin des Français d'ailleurs, qui avaient déjà fait des petits projets à droite, à gauche avec des petites associations au Mexique. Je dis n'importe quoi, mais je reprends cet exemple souvent parce que ça nous a parlé, en tout cas à nous. C'était un Français qui travaillait donc dans une entreprise française, donc au Mexique, à Mexico. On le rencontre, on va boire un verre avec lui, et en fait, il nous explique qu'il a mis en place avec donc une association là-bas un projet. Il y a des enfants au Mexique donc qui mettaient 1 heure et demie de marche matin et soir pour aller à l'école, Mm. et en fait donc ils ont eu l'idée de leur financer des vélos pour pouvoir avoir un gain de temps, que ce soit plus facile pour eux, et que au lieu d'1 heure et demie, ils mettent une demi-heure voire 25 minutes pour aller à l'école avec leur vélo. Et en fait, au début, ça a très très bien fonctionné, sauf qu'au bout d'un moment, dès qu'il y avait une crevaison, c'est ce qu'il nous a expliqué, dès qu'il y avait le vélo était abîmé ou j'en sais rien, quelqu'un pouvait rentrer dans le vélo ou voler une roue, quelque chose comme ça. En fait, l'enfant et même la famille n'avaient pas la capacité de remplacer ou de réparer le pneu crevé ou autre, et les vélos étaient abandonnés. Donc on s'est dit, il nous faut un projet où quand on envoie de l'argent, on veut vraiment avoir du résultat en fait. Et l'ASOS, c'était une association du coup qui avait maintenant qui a 21 ans d'existence. Quand on les a rencontrés, ils étaient presque à 20 ans, reconnus anti-corruption, cofondés par des anciens du Téléthon Mexico. Donc c'est vrai que ça présentait des garanties et des chiffres qui étaient hyper intéressants pour nous. Et on voulait être sûr que l'argent qu'on envoyait, il allait être vraiment utilisé à des bonnes fins, et surtout pour les enfants. Et c'est ce qui nous a permis de choisir cette association-là. Donc je dirais pas du tout que ça a été un frein. Je pense qu'on a même eu de la chance de rencontrer une association comme ça. Mais après, je pense qu'il faut aussi bien se renseigner avant de se lancer, surtout quand on veut bosser avec une association qui bosse depuis l'étranger. Comment ça fonctionne? Parce que toutes les associations en France sont loi 1901 ou des choses comme ça. Donc ça va être présenter des garanties certaines. Pour une association qui est à l'étranger, on aurait pu, hein, ça aurait pu être une idée de projet qu'on aurait fait, hein, quand je racontais l'histoire des vélos, ça aurait très bien pu être un projet qu'on aurait fait. Et au final, c'est vrai qu'en échangeant et en discutant avec plein de monde, ça a permis de se dire, en fait, non, pas du tout, ça marchera pas parce que eux, ils ont déjà essayé et ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment aussi un échange. Il faut rencontrer beaucoup, beaucoup de monde, je pense, et vraiment échanger, échanger, échanger jusqu'à ce qu'on trouve la bonne personne. Et après, pour se lancer, ça a été très, très vite. Enfin, l'Azos, on les a vus. On les a revus 2 jours après. On s'est dit, bon, c'est bon. Banco, c'est avec eux qu'on veut rouler, et ça continue depuis 3 ans. Donc c'est parfait. Ok, ouais, top. Ouais, vraiment plutôt un travail de recherche et voilà, de vraiment trouver les bons partenaires. Je rebondis sur l'exemple que tu donnes au niveau de ceux qui avaient décidé de faire ce projet avec les vélos. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, selon toi, justement, qui rentrent dans cette famille d'entrepreneuriat solidaire, d'entrepreneuriat social? Toi, quelle vision tu as de ce paysage-là de l'entrepreneuriat pour les entreprises françaises, en tout cas? Je pense qu'il y en a de plus en plus, et je pense aussi que notre génération prend conscience que les choses ne vont pas ou vont mal, en l'occurrence, que ce soit même sur l'environnement, que ce soit sur l'entraide. Il y a plein de gens qui sont à la rue. Il y a des associations comme les Restos du Cœur qui ont toujours du mal à subvenir aux besoins de ces personnes-là. Et c'est vrai que je pense que notre génération commence à prendre la mesure et commence justement via l'entrepreneuriat à s'investir de plus en plus, qui se sont dit, bon, les associations, c'est bien, mais en même temps, c'est pas suffisant. Donc, l'entrepreneuriat, ça permet plus facilement, on va dire, peut-être, d'avoir un service de don contre don, d'acheter un bijou, une paire de chaussures, d'acheter un vêtement ou autre, qui va permettre donc de générer de la trésorerie et de reverser cette trésorerie à une association. Donc, je pense qu'il y a plein de sociétés en France qui s'investissent pour des projets, que ce soit sur l'éducation comme nous, ou que ce soit même pour l'environnement. Et je pense qu'aussi que le confinement joue sur ça, parce que là, je vois pas mal d'amis qui m'envoient des articles, tiens, les animaux reviennent à tel endroit, ou la couche d'ozone commence un petit peu à se réparer, ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses positives en France niveau entrepreneuriat. Et je vais citer un site comme DreamAct, par exemple, qui référencie pas mal de marques sur son site internet. Et en fait, toutes ces marques-là vont avoir un impact social ou environnemental positif, en fait. Que ce soit du Made in France,
comme nous, qui va financer des livres à des enfants au Mexique, que ce soit des vêtements qui utilisent très peu d'eau pour la production, donc qui ont un bon impact environnemental. Il y a plein de choses positives et je pense que ces marques-là demanderaient à gagner et à entrer en lumière beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'on a cette difficulté aussi quand on n'a pas nécessairement le budget, quand on est une jeune marque, à être connu, c'est compliqué en fait. Et l'utilisation unique et seule des réseaux sociaux et du trafic organique, je pense que ça c'est pas suffisant pour être suffisamment connu et vraiment mettre en lumière ce projet-là. Parce que encore, il n'y a pas 3, 4 mois, enfin quand on fait des expositions, il y a toujours des gens, même sur Paris ou autre, qui nous connaissent pas, alors que ça fait bon 3 ans qu'on existe quand même. Mais c'est quasiment rien en fait, parce que la visibilité qu'on a, elle est vraiment faible. Et même si le projet est beau, les bijoux sont sympas et que le prix justifie en tout cas un Made in France, les gens sont pas nécessairement aptes à nous connaître en fait, parce qu'il n'y a pas nécessairement les canaux qu'il faut. Donc c'est aussi bien ce que tu fais, parce que je pense que ça, ça diffuse une bonne vision sur l'entrepreneuriat social et solidaire, et c'est important surtout en France. Bah, c'est l'objectif. Je connaissais pas DreamAct, donc je me le suis noté. J'irai faire un tour. Je connaissais pas du tout. Je crois qu'en plus, enfin, je rebondis là-dessus. Vous êtes passé par des influenceurs. Je crois avoir vu aussi pour justement la communication. C'est Ouais. vraiment, j'ai l'impression, le nouveau canal presque devenu indispensable. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu recommandes aux entrepreneurs qui hésiteraient parce que justement, c'est des marques pas encore connues. Peut-être qu'on a cette appréhension de se dire, bah, comme je suis pas une grosse marque, peut-être que les influenceurs vont pas vouloir travailler avec moi. Ah ouais, non, c'est quelque chose que je recommande, mais alors faut faire attention parce qu'il y a aussi beaucoup de monde qui vont même nous démarcher et nous dire bon bah je vous fais un post, je vous fais ceci, je vous fais cela. Et en fait, il faut super bien cadrer avec eux parce que parfois on va dire bah l'importance de poster à telle heure ou l'importance de prendre une photo qui va bien montrer le bijou et pas seulement toute la tenue parce qu'en plus la robe vient de chez H&M qui est pas nécessairement Ouais. très écologique et même si tu l'as payé 15 euros et elle est super belle, si tu fais plus un focus bijoux, ça va plus nous intéresser nous. Si tu postes à 17h30, 18h où c'est les sorties de bureau, en l'occurrence, les gens vont être peut-être plus facilement sur ta publication. Donc, il faut vraiment bien cadrer parce que si la personne dit, bon, bah, envoyez-moi un bijou, je vous fais un post, qu'elle fait un post, j'exagère hein, vraiment volontairement, à 4h30 du matin, en mettant, voilà, trois autres bijoux à côté et en mettant un texte qui va être, ah, bah, voilà, mes petits bijoux à mon poignet ouais, c'est pas top. Mais si vraiment il faut bien sélectionner et bien échanger aussi avec la personne, parce qu'il y a des gens qui vont avoir peu de followers, mais avoir une belle communauté engagée. Donc il va y avoir beaucoup de gens qui vont voir le post et qui vont même parfois acheter les bijoux. Parce que l'intérêt, c'est aussi ça, la finalité pour nous, c'est d'envoyer des bijoux gratuitement ou même de payer un influenceur. C'est aussi pour avoir des ventes derrière, donc gagner en visibilité, mais aussi avoir des ventes. Donc oui, je pense que c'est indispensable à l'heure actuelle, mais il faut bien sélectionner. Ouais. Ok, non, ça marche, merci. J'apprends à nos auditeurs, parce que je ne l'ai pas dit, mais Florapada est une entreprise made in Schema, puisque il y a eu des anciens élèves de Schema en tant que fondateur. Donc, comme je l'avais dit sur un ancien podcast, c'est une école que moi aussi j'ai faite. Est-ce que justement, l'importance de l'ESS dans comment dire, les écoles de commerce, enfin, dans tout ce qui est justement les business class, les écoles qui sont censées nous former à l'entrepreneuriat de demain, est-ce que c'est quelque chose qui existe pour l'instant? Moi, il me semble qu'à Schema, pour l'instant, ça n'existe pas. Mais à quel point est-ce que c'est important de pouvoir développer ça justement pour les futurs entrepreneurs? Alors, important à développer, je vais te répondre oui, parce que je pense que ça rejoint un petit peu la question que tu m'as posée tout à l'heure sur l'entrepreneuriat social en France. Et je pense que oui, c'est très important qu'il y ait de plus en plus de sociétés et de plus en plus de gens investis pour cette cause. Après, je te rejoins aussi. Je crois qu'il y a des écoles qui proposent déjà des masters spécialisés ou des formations dans ce cadre-là. Donc ça, c'est très bien. Schema, en l'occurrence, sur cette spécificité-là, ils sont en retard. Peut-être que depuis les 3 ans et demi que j'ai quitté les bords de l'école, ils se sont améliorés et je l'espère. Mais en tout cas, quand j'étais étudiant, ils étaient en retard. Il faudra que tu ailles donner tes propres cours à Schema pour le SS. Ouais, je vais rappeler mon ancien directeur de master, voir ce qu'on peut faire. Ouais. Ok. On va élargir un petit peu. Quels conseils tu pourrais donner en dehors du fait d'oser aller communiquer, etc. On a vu que intégrer une dimension sociale, c'était pas forcément un obstacle, mais si quelqu'un aujourd'hui veut créer une entreprise,
se demandent en fait comment il pourrait intégrer une dimension, que ça soit sociale ou environnementale. Quel conseil est-ce que tu pourrais lui donner? Bah, déjà de savoir quelles sont ses convictions, en fait. Je pense qu'on a tous, un motto, des valeurs qu'on souhaite défendre, en fait. Surtout, en fait, on a tous des valeurs, on a tous des engagements, on a tous des envies, en fait. Et il faut vraiment se poser les bonnes questions, c'est sur quoi je veux aller et comment je vais y aller, en fait. Je pense que c'est ces 2 questions-là qui permettent vraiment de se décider. Comme je te l'ai dit, pour nous, ça a été vraiment l'éducation, parce que l'éducation, c'était vraiment notre cheval de bataille. Il fallait vraiment améliorer les choses et je pense que ça passe encore par là et j'en suis convaincu et je pense qu'on est encore en retard pour améliorer les choses et pour toujours faire plus. Donc je pense que l'éducation, moi, c'était vraiment une des choses qui me correspondait le plus. Donc c'est vraiment tout naturellement qu'on s'est penché par là, même pour mes associés, c'était vraiment quelque chose de naturel. Mais c'est vraiment les valeurs internes à la personne en fait. Si tu es quelqu'un qui va vraiment avoir un intérêt pour l'environnement, qui va faire le tri sélectif, essayer de prendre des douches plutôt que des bains au quotidien, et que tu te dis bah j'ai envie de lancer une entreprise, mais j'ai en plus envie d'apporter cette dimension qui est propre à moi, qui m'est chère en fait, en l'occurrence qui va être l'écologie, l'environnement, le soin de la planète co. Il faut que tu ailles trouver quelque chose qui va te concerner. Je vais prendre l'exemple du moteur de recherche Ecosia, où en fonction du nombre de recherches, ils vont planter des arbres. Bah, je pense, hein, je les connais pas particulièrement les fondateurs d'Ecosia, et j'espère en tout cas que c'était une de leurs convictions de base, qui se disait bon bah il faut qu'on améliore la planète, il faut qu'on fasse quelque chose. Bah tiens, un moteur de recherche qui permet de planter des arbres, ça peut être une bonne idée. Et du coup, ils se sont lancés et en fait, bah, ça marche. Et il y a aussi des utilisateurs. Maintenant, du côté utilisateur, ils ont aussi trouvé des gens à qui ça correspond. En fait, planter des arbres parce que je fais 25 recherches par jour sur Ecodia, bah moi, ça me branche parce que je me dis que j'ai apporté ma pierre à l'édifice aussi. Donc, je pense que les valeurs qu'on a en nous, il y a aussi un public qui peut être là pour avoir les mêmes valeurs et pour les partager en fait. Donc, c'est vraiment important de déjà se poser la question, qu'est-ce que moi je suis et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre en fait. Super. C'est génial parce que à travers tout ce podcast, tu nous montres que finalement, quelqu'un qui a des convictions, qui se donne les moyens et le temps, voilà, d'aller faire les recherches, d'aller chercher les bons interlocuteurs, d'échanger et de croire en son projet, en fait, c'est totalement possible parce que aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de retours de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat social et solidaire avec une cause X ou Y, mais qui ont très peur de ne pas réussir à trouver cet équilibre en fait entre avoir une rentabilité financière et à la fois pouvoir apporter ce qu'ils ont apporté. Et justement, à travers ce podcast, on voit que c'est possible d'avoir un projet qui soit économiquement viable tout en étant vraiment 100% en accord avec les valeurs que toi, ta sœur et son ami avaient. Donc, c'est vraiment, je trouve, une bonne dose justement de confiance et un beau message pour les entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer. Il faut vraiment pas avoir peur, en l'occurrence, d'aller poser des questions, d'aller à la rencontre de plein de gens, parce que c'est vraiment ça aussi qui nous a aidés. Moi, c'est vrai que ce projet-là, mine de rien, je l'avais en parallèle donc avec Schema, parce que c'est vraiment sur ma dernière année d'études où on a pas mal échangé avec ma sœur et où on bossait derrière sur le projet et on l'a lancé juste à la fin de mes études, en l'occurrence. Mais c'est vrai que pendant mes études, j'ai même rencontré donc un étudiant qui avait une trentaine d'années et qui était en train de faire une thèse sur le crowdfunding en fait. Et cette personne-là n'avait pas beaucoup de disponibilité, mais c'est vrai que j'ai été un peu le harceler à droite à gauche en lui disant tiens, il faudrait vraiment qu'on prenne une heure, il faudrait vraiment qu'on prenne une heure, il faudrait vraiment qu'on prenne une heure. Et au bout d'un moment, bah, on a pris une heure et en fait, tout ce qu'il m'a dit pendant cette heure-là, il y avait des choses que j'avais déjà pu repérer parce que j'avais fait des recherches sur Internet en amont, mais il y a aussi des choses où vraiment j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'était quelqu'un qui s'y connaissait, qui se spécialisait là-dedans, il était en train de faire sa thèse là-dessus, et donc du coup, c'était hyper intéressant pour moi d'échanger avec lui. Donc il faut aussi voir comment on peut trouver les interlocuteurs. Là, c'était via l'école, mais il y a plein de moyens de trouver des gens. Il y a même des gens aussi qu'on a pu aller voir sur LinkedIn, sur Internet, sur des groupes Facebook d'entraide, parce que Facebook, faut pas oublier que c'est un vivier aussi pour ça. Il y a plein de groupes sur Facebook pour tout et rien, en l'occurrence. Et il y a aussi des gens qui, à des moments, vont prendre le temps de répondre à nos questions. Si on se pose une question sur la comptabilité, sur la création de statut juridique, ces gens-là vont prendre une demi-heure, une heure de leur temps pour écrire un message ou un commentaire et donner une réponse précise qui va vous aider. Et donc ça, c'est hyper important parce qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'information déjà par soi-même, mais en plus chercher du contact social et des spécialistes
qui seront soit à l'école, soit sur Internet, soit sur les réseaux sociaux, soit parmi des amis. Hein. Parfois, il y a des amis d'amis, on savait même pas qui pouvaient bosser dans un domaine ou un autre, et au final, ça avait un lien et c'était intéressant pour nous. Donc, vraiment poser tout le temps les questions et être curieux, on va dire, c'est hyper important. Mmh. Alors les auditeurs vont trouver que je me répète parce que j'ai déjà dit ça dans un précédent podcast, mais c'est vrai que moi, l'impression que j'ai, et c'est encore démontré par ce que tu me dis, c'est que l'écosystème entrepreneurial est vraiment basé sur une grande solidarité et beaucoup d'échanges. Comme je le disais la dernière fois, on peut avoir cette impression que c'est un milieu très compétitif où, à l'inverse, on aurait des personnes qui rechigneraient en fait à partager leurs informations. Et à chaque fois que je rencontre des entrepreneurs, c'est totalement l'inverse. Il y a vraiment cet échange et cette générosité dans le partage de compétences et d'informations qui se fait. Et je pense que c'est aussi ça qui fait la richesse justement de tout notre écosystème entrepreneurial en France, c'est que les gens n'hésitent pas à se soutenir, parce que c'est une aventure qui est passionnante, mais qui est difficile aussi, on ne va pas se mentir. Et du coup, je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on a autant de personnes qui se lancent et qui réussissent, c'est qu'il y a cet échange et cette disponibilité qui existe. Toi, avant que ta sœur parle de ce projet, avant qu'elle parte au Mexique, c'était déjà quelque chose, l'entrepreneuriat, qui t'intéressait? Oui, oui, tout à fait. Moi, j'avais eu l'occasion de bosser en stage pour les Échos sur la partie événementielle et j'avais bossé sur l'organisation du Salon des entrepreneurs de Paris, Nantes et Marseille. Et en fait, j'avais rencontré déjà des entrepreneurs. J'avais déjà eu une idée pour créer une société avant, mais c'est vrai que je m'étais pas lancé parce que j'étais encore un peu jeune, j'avais pas les informations co. Et c'est vrai que c'est hyper important, je pense, les rencontres que j'ai pu faire. J'étais en régie parfois pour gérer le son et autres, donc je pouvais écouter les retours d'expérience qu'ils avaient sur des sujets tout bêtes, hein, entreprendre en famille ou pas en famille. Et en fait, il faut savoir qu'en entrepreneuriat, il n'y a pas de science exacte en fait. Et je rebondis sur ton milieu compétitif. Ça va être compétitif, oui, en partie, parce que nous, on va être en compétition avec d'autres marques de bijoux, donc ça va être compétitif en partie. Mais tu peux très bien aller voir une marque de chaussures et dire, bah tiens, j'aimerais qu'on ouvre une boutique ensemble pendant l'été et une marque de cosmétiques bio et dire bah tiens ça serait bien que tu viennes aussi dans cette boutique là, on va ouvrir pendant 3 jours, on va faire quelque chose conjointement parce qu'en même temps on n'est pas en concurrence et ça va être vraiment un échange de clientèle parce que les gens qui nous connaissent vont venir pour nous mais vont peut-être aussi prendre une paire de chaussures ou des cosmétiques et inversement. Donc je pense qu'il y a vraiment de l'entraide dans ces milieux-là et surtout si vous n'êtes pas dans le même secteur d'activité, vous pouvez faire des choses complémentaires. Quand je parlais des chaussures, je vais prendre l'exemple de Mapache, où c'est un ami à moi en fait qui a créé cette marque. Et en fait, il fait des chaussures, on fait des bijoux. On avait déjà fait une chevillère. En fait, on en a discuté et on s'est dit, bah tiens, ce serait peut-être bien à l'occasion de développer une chevillère ensemble. Ça, c'est pas encore fait, mais c'est quelque chose qui pourrait se faire à l'avenir en fait, parce que si vous êtes complémentaires, en l'occurrence chaussures, bijoux, tu peux te dire bon bah oui c'est de l'accessoire, c'est de l'accessoire éventuellement féminin s'il fait des chaussures pour femmes et en fait tu te dis bah, je vais pouvoir trouver quelque chose à faire avec une autre marque qui à prime abord à part le côté accessoire n'a rien à voir avec moi, hein. Enfin chaussures bijoux, tu vas me dire oui je vais pas mettre mes chaussures au niveau des poignets, je suis un peu folle donc c'est vrai qu'au final tu trouves quand même pas mal d'entraide dans l'entrepreneuriat surtout en France je pense Ouais. et encore plus dans l'entrepreneuriat social. Mmh. Parce que tout le monde est un petit peu là, tout le monde a un petit peu sa cause à défendre et tout le monde se lance, tout le monde veut gagner en visibilité, tout le monde galère à se faire connaître et donc du coup, on est un peu tous dans la même galère et c'est ça qui est assez sympa quand on peut échanger sur différents sujets et on se recoupe et on retrouve les informations qu'on se donne, hein, qui vont être les mêmes. Hein. Si tu as déjà fait des podcasts avec des gens qui sont dans l'entrepreneuriat social aussi, je suis sûr qu'il y a des choses que je suis en train de dire qui seront à retrouver dans l'ancien podcast de cette personne en l'occurrence. Ouais, celui-là ou les prochains aussi. Parce que non, j'avais eu la dernière que j'ai eue, c'était une salariée de Microdon, donc qui est une entreprise de l'ESS, mais elle n'était pas entrepreneur, du coup, elle était salariée. Mais j'en ai à venir, donc sûrement qu'on retrouvera les informations, mais ça fait pas de mal de répéter et ça montre aussi justement une vision plus précise du paysage de l'entrepreneuriat social. Bah écoute, Ludovic, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou un point sur lequel tu souhaiterais revenir? Je pense qu'on a été assez complet. Si vous voulez acheter des bijoux Florapada, bien évidemment, n'hésitez pas. Il y a nos réseaux sociaux, le site internet, vous pouvez aller faire un tour et même quelques distributeurs, vous pouvez nous envoyer des messages, on sera ravis de vous donner des adresses. Et surtout pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer,
accrochez-vous parce que c'est vrai que c'est compliqué, même financièrement. Bon, il y a des aides parfois, mais c'est vrai que c'est compliqué de se lancer. Donc, franchissez le pas et accrochez-vous et surtout allez chercher des informations à droite à gauche. Et n'hésitez pas à nous écrire, hein, même sur le site de Florapada ou autre, si vous voulez échanger avec moi. Je serais ravi d'essayer de prendre le temps de vous répondre au mieux. Bah, c'est super gentil, merci beaucoup. Bah écoute Ludovic, je te souhaite une bonne continuation et merci beaucoup d'être intervenu sur Espérance. Merci à toi, à bientôt et j'espère pouvoir trouver plein d'entrepreneurs sociaux dans les prochains podcasts qui auront été aspirés.